That is so fetch. Because I'm gonna climb that like a tree. This is a snakeskin jacket. Hey, girl. For me, it's a symbol of my individuality. Object to the test! Everyone, have a great day. C'est de toute beauté. Salut tout le monde, bienvenue dans ce petit épisode d'Anaïs se fait des films spécial Cannes 2026. Je me retrouve une nouvelle fois derrière les poubelles de la terrasse des journalistes pour vous donner les dernières nouvelles du festival. Ça fait 5 jours que Cannes a démarré et je voulais profiter de ce début de week-end pour vous faire un petit bilan de tout ce que j'ai vu et vécu pour l'instant. Rassurez-vous, je ne vais pas vous passer en détail chaque café et chaque part de pizza, mais quand même, j'ai 2-3 trucs à vous raconter. Combien de siestes comptabilise-t-on à ce stade ? Pourquoi Vin Diesel a-t-il décidé de prendre la croisette en otage ? Et que valent les films les plus médiatisés de ce début de sélection ? Je vous dis tout dans cet épisode. Si vous entendez une touche d'émotion dans ma voix et quelques petites traces de reniflement dans mes narines, c'est parce que je sors tout juste de mon premier suprême banger cannois et que j'ai fini en larmes. Ce film, c'était le plus long de la compétition, ça s'appelle Soudain et c'est signé Ryusuke Hamaguchi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est lui qui avait fait Drive My Car il y a quelques années. J'ai vite compris qu'on n'arriverait à rien sans changer l'organisation sur le terrain. Faut toujours que vous preniez les gens de haut. 理想の介護を追求するマリー・ルー。 Vous êtes comédienne ? Non, metteur en scène. Le comédien, c'est lui. がんを抱えて生きる演出家マリ。 Moi, j'ai absolument pas l'impression que t'es sur le point de mourir. 戦ってるものの正体をさ、もうちょっと詰めてみない？こんな話嫌い？ Ça a l'air de m'ennuyer. Ce nouveau film, qui dure 3h15 donc, parle d'une directrice d'EHPAD, jouée par Virginie Efira, qui tente de mettre en place une nouvelle forme de soins plus humain dans son établissement, mais qui se heurte au manque de moyens et au rejet de certains soignants un peu trop tradis. Au début du film, elle va rencontrer une metteuse en scène japonaise qui est installée à Paris. Elles vont toutes les deux très vite se rapprocher et se mettre à discuter pendant très longtemps du capitalisme, du système de soins, de la mort, de la vie. Et c'est un film qui m'a vraiment bouleversée. Ça m'a rappelé un petit peu la sensation que j'avais eue devant Valeurs sentimentales l'année dernière, dans le sens où il y a une scène qui va venir percer un truc chez moi et déclencher les premières larmes. Et à partir de là, ça y est, j'ai vraiment du mal à m'arrêter. Bon, l'année dernière, avec Valeurs sentimentales, c'était le cas dans la séquence d'ouverture. Là, j'ai attendu un petit peu plus, mais il y a une scène assez tôt dans le film, dans laquelle les deux héroïnes se baladent au bord de la Seine en discutant. Évidemment, impossible de ne pas penser à Before Sunset de Linklater. Et à ce moment-là, j'ai été complètement happée par leur conversation. Je me suis mise à pleurer. Et puis après, j'ai un petit peu sangloté pendant tout le reste du film que j'ai trouvé magnifique et plein de poésie. Et pour prouver qu'en cinéma, ce n'est pas la taille qui compte, mon autre gros coup de cœur de ce début de festival, c'est le film le plus court de la compétition, Fatherland, de Pavel Pawlikowski, Pav Pav pour les intimes. Ça parle du retour de l'écrivain Thomas Mann en Allemagne en 1949, puisqu'il s'était exilé aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Sandra Hüller joue sa fille et son assistante, et ils vont tous les deux se retrouver confrontés au bouleversement de leur pays dans l'après-guerre. J'ai trouvé ça génial. Comme toujours chez Pawlikowski, c'est d'un raffinement absolu, avec une photo en noir et blanc sublime. Chaque plan est parfaitement travaillé, c'est un film qui est sobre, mais très drôle, bourré de résonances symboliques, d'écho à notre époque aussi. Et il y a une scène vers la fin qui m'a émue aux larmes. D'ailleurs, sur mon carnet de notes, j'ai écrit « Trop beau », TROBO, évidemment. Voilà, ça dure 1h20, ça s'appelle Fatherland, et c'est vraiment un travail d'orfèvre. Dans les films les plus attendus de ce début de festival, vous êtes aussi nombreux à me demander ce que j'ai pensé de La vie d'une femme. C'est le deuxième film de la compétition, il est réalisé par Charline Bourgeois-Taquet, et en tant que femme ayant une vie, je dois dire que j'ai plutôt aimé. Dans le film, Léa Drucker incarne une chef de service dans un hôpital qui est un peu acculée par son boulot et qui passe tout son temps à gérer les problèmes des autres. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de résonance avec le film de Hamaguchi. Elle va rencontrer une autre femme qui est jouée par Mélanie Thierry et qui va lui faire découvrir autre chose dans la vie, aka le lesbianisme, et aussi un petit peu le lâcher-prise, mais pas tant que ça. Et c'est ça que j'aime bien en fait. Le personnage de Léa Drucker, c'est un personnage bourgeois, autoritaire. Elle est très sûre d'elle, parfois un peu antipathique, et c'est ça que j'ai trouvé assez kiffant en fait. Elle a une assurance et une attitude qu'on trouverait parfaitement normale chez un patron masculin, mais chez elle, forcément, ça détonne un petit peu plus. Et puis sa fermeté ne l'empêche pas de toujours prendre soin des autres à sa manière. Donc bref, un portrait féminin qui a un petit peu d'âpreté, un petit peu de complexité, forcément ça m'a plu. En fait, ce que ce film nous dit, c'est qu'au fond, la vie d'une femme, c'est péter un câble parce que tout le monde nous fait chier, et après quelques jours de festival, je me reconnais à 100%. Si je dois avoir un petit bémol, je dirais que des personnages comme ça, on en voit de plus en plus au cinéma. Le film ne paraît pas non plus extrêmement frais, et je pense pas que la relation lesbienne du film soit son aspect le plus réussi ou le plus intéressant.
C'est beaucoup plus l'aspect charge mentale qui m'a parlé, mais je continue d'être très cliente de ce que raconte Charline Bourgeois-Taquet et de ses personnages féminins vraiment cool. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle avait fait un film qui s'appelle Les Amours d'Anaïs, qui parle d'une trentenaire un peu fauchée et un peu paumée. C'est mon biopic en fait. Parmi les projections les plus anticipées et les plus médiatisées, il y avait aussi Teenage Sex and Death at Camp Miasma, qui peut déjà avoir la palme du film avec le titre le plus relou à prononcer. Ouais, je vais voir Teenage Sex and Death at Camp Miasma. T'as vu Teenage Sex and Death at Camp Miasma? Ça vaut quoi, Teenage Sex and Death at Camp Miasma? Bon bref, Teen Sex, ça va beaucoup plus vite et c'est comme ça que j'y ferai référence à partir d'aujourd'hui. If it gets too real, you can always turn it off. Rise, little death, rise. There is a hole at the bottom of the lake where the movies come from. He always comes back. What? Écoutez, il y avait une énorme hype autour de ce film avec Anna Einbinder et Gillian Anderson. C'est vendu comme un slasher lesbien et techniquement oui, enfin il y a un slasher dans le film puisque c'est un film dans le film en fait. Et il y a aussi des lesbiennes dans ce film. Après, je dirais que ce qu'il offre, c'est surtout un commentaire méta sur les franchises de films d'horreur. Il n'y a pas du tout de frissons horrifiques, même s'il y a des scènes de gore. C'est plutôt une comédie sur le système du cinéma d'horreur. À un moment, il y a même le personnage de Anna Einbinder qui dit « J'ai l'impression qu'il va y avoir un jumpscare ». Spoiler, il n'y a pas de jumpscare à ce moment-là. De quoi ça parle? C'est l'histoire d'une jeune réalisatrice qui est embauchée pour relancer une vieille franchise d'horreur à succès. Et pour ça, elle va aller passer quelques jours avec l'actrice de la saga originale, qui est jouée donc par l'iconique Gillian Anderson. Gillian Anderson qui joue un personnage assez étrange, très glamour et en même temps un petit peu inquiétant. D'ailleurs, Norma Desmond de Sunset Boulevard est explicitement évoquée comme référence. J'ai beaucoup souri devant le film, j'ai trouvé ça très fun, mais comme avec les films précédents de Jane Schoenbrunn, la réalisatrice, il me manque un truc pour vraiment me faire chavirer. J'ai l'impression que ça reste un petit peu en surface émotionnellement et comme ça veut parodier l'univers du slasher, ça crée une distance parce qu'à aucun moment, j'arrête de me dire que je regarde un film qui a un discours sur les films, qui a un propos et qui veut faire des clins d'œil au public. Et donc, j'arrive jamais à être totalement captivée émotionnellement. Sinon, dans des films un peu moins anticipés, j'ai quand même trouvé une petite pépite. J'ai craqué pour un film qui s'appelle The Match, présenté dans la sélection Cannes Première. Et ce film, c'est un documentaire qui m'a fait pleurer, encore une fois, sur un but de Maradona. En fait, ça parle du célèbre match de 1986 entre l'Argentine et l'Angleterre. Enfin, un match célèbre pour les autres, en tout cas, parce que moi, perso, je suis plus roller et snowboard que foot à la base. Donc, je ne savais pas grand-chose sur ce match apparemment légendaire, même si j'avais un petit peu entendu parler de la main de Maradona, la main de Dieu, tout ça. J'avais quelques bases. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est que le film m'a plu à moi qui suis totalement ignore en football et je sais qu'il plaît beaucoup aussi à des gens qui adorent le foot. En fait, il va utiliser ce match de foot iconique pour parler des relations historiques entre l'Argentine et le Royaume-Uni, parler des tensions raciales, coloniales, de la guerre des Malouines, bref, tout le contexte en fait social, politique, économique, culturel qui va se trouver derrière ce match. Honnêtement, c'est brillant, c'est assez feel good parce qu'on a les anciens joueurs qui racontent tous leurs souvenirs et c'est très galvanisant puisque évidemment le match est spectaculaire. J'avoue que quand j'ai vu les images de ces deux buts, j'étais complètement happée. La musique du documentaire est super aussi, donc notez bien The Match, c'est une vraie réussite. Après, on va pas se mentir, le plus gros banger du festival, c'est le même année après année, c'est le stand Nespresso du Palais des Festivals qui nous fournit du café gratuit en continu toute la journée. Sans lui, on ne serait rien. Sans lui, mon taux de sieste serait 1000 fois plus élevé. Donc, merci au stand Nespresso de me permettre de survivre un tout petit peu. Et puis pour finir, il faut que je vous raconte le plus gros fou rire de ce début de Cannes 2026. Je veux bien évidemment parler de la prise d'otage de Vin Diesel lors de la projection de Fast and Furious. Une prise d'otage métaphorique, j'espère que vous l'aurez compris. Le grand film Fast and Furious était présenté le premier soir du festival dans la section Cannes Classique. Souvent dans cette section, on retrouve des vieux chefs-d'œuvre du cinéma qui ont été restaurés ou des director's cut. Donc c'était un vrai événement d'intégrer un film comme Fast and Furious au panthéon des films Cannes Classique. Et forcément, Vin Diesel, qui a tendance à jouer dans des films qui ne sont pas habituellement célébrés au Festival de Cannes, en a profité et il a vraiment savouré chaque minute. Déjà, il ne voulait plus quitter le tapis rouge, il allait serrer la main de tout le monde, il chauffait la foule, il a pris la pose pendant une demi-heure avec les photographes, le gars a clairement vécu sa meilleure vie.
Sauf qu'on n'arrivait plus à lui faire quitter le tapis rouge. Et comme il était minuit passé, on était tous à saigner du nez en regardant l'écran et en l'attendant en grand théâtre lumière. Même le MC du tapis rouge arrêtait pas de dire au micro « Allez Vin, il faut monter les marches maintenant ». On sentait que le mec n'avait qu'une envie, c'était d'entrer chez lui. Et une fois à l'intérieur de la salle, ça a encore pris des plombes parce que Vin Diesel a évidemment pris la parole avant la projection. Et là, on a vraiment tous fait une dissociation collective. Il ne s'arrêtait plus de parler. It's midnight. Assez ironique d'ailleurs de se faire mettre un tunnel par la star d'une saga automobile, mais bref. Thierry Frémaux, qui était sur scène, fixait le vide. Moi, je pleurais des oreilles et je saignais des yeux en pensant au nombre de minutes qu'il me restait pour dormir avant le réveil à 6h50 le lendemain. À la fin, Vin Diesel a dit « Bon, est-ce que vous voulez que je continue ou est-ce que vous voulez que je m'arrête parce que je sais qu'il est tard ?» Et là, des gens dans la salle ont crié « Non, 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 continue !» You want me to say something else real from the heart? I was hoping you would say that. Thierry Frémaux était au bord des larmes, je pense. Il a carrément essayé de le couper en disant « Yes, yes, but let's go to the film, yes !» On est très heureux. Let's roll the movie now. Let's roll the movie. Let's roll the movie. We've got Jordana. C'était à la fois hilarant et traumatisant. Au final, la séance a démarré avec 45 minutes de retard et étant donné qu'il était minuit passé, chaque minute de retard comptait triple. J'étais exténuée, mais honnêtement, ça valait le coup. Et pour vous parler un petit peu plus en détail de cette séance et du visionnage de Fast and Furious en version restaurée, sachez que ce sera le cas dans un épisode de la semaine prochaine consacré aux fameuses séances de minuit qui ont une ambiance assez exceptionnelle. Et sinon, côté bonne résolution, on tient bon, mais franchement, c'est pas glorieux. Alors sachez que j'ai battu un nouveau record. Non seulement j'ai déjà fait ma première sieste de l'année devant un film, mais je l'ai faite devant mon tout premier film de Cannes. Ouais, super, les bonnes résolutions, on est vraiment à fond. Bon, après, il faut dire que c'était un film japonais, certes très beau, de ce que j'en ai vu, c'est-à-dire 60%, mais aussi très classique. Un film silencieux qui prend vraiment son temps pour raconter ce qu'il a envie de raconter. C'est principalement 2 femmes qui parlent et qui font de la sculpture. Et j'avais 3 films à enchaîner derrière, donc j'ai été stratégique et je me suis dit qu'il valait mieux dormir devant celui-là. Et franchement, ça a payé parce qu'après, j'étais en forme. Depuis, j'arrive à tenir mon rythme. Je n'ai toujours pas bu une goutte d'alcool. Je mange un peu de légumes tous les jours. Et je n'ai eu envie de mourir qu'une seule fois, pendant la prise d'otage verbale de Vin Diesel. Donc merci pour tous vos encouragements. On lâche rien. Bon, je crois que j'ai déjà trop parlé et je pense que je vais m'envoler avec le vent qui souffle sur la croisette. Donc je vous laisse et on se retrouve dans quelques jours. Salut tout le monde. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.